la question des statuts juridiques de la minorité, puisque à la fois Tal, donc toi tu as fait cet article critique en fait qui interroge vraiment le statut juridique de la minorité en essayant de renverser la perspective, en disant mais finalement on part du principe que l'enfant, par essence, quasiment, est vulnérable de 1 jour à 17 ans et 364 jours. Mais est-ce que ça n'est pas finalement un peu l'inverse? Est-ce que ça n'est pas le fait que nous ayons créé ce statut de la minorité qui les place de fait en situation de grande dépendance et d'incapacité, qui les rend vulnérables, ou en tout cas conforte cette vulnérabilité, et du coup, ça ouvre sur des questions sur comment, en fait, réfléchir à d'autres modèles, à la fois d'autres statuts juridiques de la minorité, ou même plus largement, d'autres modèles finalement d'organisation familiale, etc., puisque tout repose in fine, et j'ai bien retenu ce que Lies a dit tout à l'heure, sur l'autorité parentale, puisque même la protection de l'enfance est une suppléance, hein, c'est l'expression employée par Lies, c'est une suppléance parentale, c'est-à-dire qu'elle n'intervient que si on constate l'échec en fait, des titulaires de l'autorité parentale dans la prise en charge des enfants. Du coup, quand on a élaboré le dossier, on a voulu aller chercher un petit peu des travaux et essayer de s'intéresser à est-ce qu'il y a d'autres propositions, notamment du point de vue juridique, de modèles pour organiser ce statut de la minorité. Et je dois bien dire qu'on n'en a pas trouvé moult, donc ce qui interroge aussi sur l'intérêt que portent les juristes finalement à cette question. Mais on a quand même trouvé les travaux très intéressants de donc, Laurence Francos-Terminal. Je crois qu'elle est toujours parmi nous, voilà, parfait. Donc je vais essayer de résumer, Laurence, si je dis des bêtises, il ne faut pas hésiter à ouvrir le micro et à me reprendre. Donc, on a fait un entretien avec Laurence Francos-Terminal qui m'a permis de faire un petit encadré dans la revue pour présenter un peu les travaux, mais cet entretien, je vais essayer de le retranscrire et de le mettre en ligne sur notre blog, donc vous pourrez l'avoir, mais malheureusement, ça ne tenait pas dans la revue. Laurence a travaillé, alors là où c'est intéressant, c'est qu'elle a une approche de comparatiste. Donc, vous avez fait une thèse sur cette question du statut juridique de la minorité, mais en droit comparé français, anglais et écossais, ce qui déjà a l'immense mérite d'opérer un gros décentrage en fait par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, nous. Et puis aussi en partant en fait du constat d'une montée en puissance de la consécration des droits de l'enfance, mais finalement un intérêt plus limité pour ce qui en est de la concrétisation en fait, de l'effectivité de ces droits. C'est-à-dire qu'on proclame des droits, on les reconnaît, etc. Mais qu'en est-il véritablement de la mise en œuvre de ces droits et de la capacité des mineurs en fait, eux-mêmes à s'en saisir, à les faire respecter, etc. Ce qui veut dire qu'on est vraiment sur des travaux dans une perspective qui se mettent, on va dire, à hauteur d'enfant. Alors, en quelques mots, si j'ai bien retenu les propositions qui sont faites par Laurence Francos-Terminal, on a une proposition qui entraîne une refonte complète du statut juridique de la minorité, avec également ce constat qu'actuellement, finalement, on a une incapacité civile de principe pour les enfants de 0 à 18 ans, avec un certain nombre de brèches à ce principe d'incapacité, mais avec des dispositions éparses. Alors, par exemple, on va avoir en droit de la santé une capacité reconnue pour consentir à tel acte ou donner son avis, etc. Ou alors, il faut l'accord des parents et du mineur, enfin voilà. Avec plein de modalités différentes qui sont illisibles, éparpillées, etc. Ce qui pose aussi un terme d'information et d'accès au droit. Et puis aussi une incohérence entre le régime d'incapacité civile et le régime de responsabilité pénale, puisqu'on a des mineurs qui sont incapables civilement, sauf émancipation, jusqu'à 18 ans, mais qui en revanche sont pénalement responsables à partir de l'âge de discernement, et on en voit de plus en plus dans nos juridictions, des poursuites pénales pour des petits de 10-11 ans. Quoi. Alors certes, ça se réglera en termes de mesures éducatives, quand c'est en dessous de 13 ans, mais en tout cas, on a une responsabilité pénale d'enfants très très jeunes, et la possibilité d'aller en prison à partir de 13. Donc on peut aller en prison à partir de 13, mais par contre, à 17,
même si on est apprenti depuis ses 14 ans, qu'on gagne sa vie, qu'on peut avoir un logement autonome, etc., on ne peut toujours pas signer son bail, on ne peut toujours pas administrer seul ses biens, etc. Donc, il y avait ce constat-là. Et donc, la proposition de Laurence Francos-Terminal, c'est de faire une sorte d'âge pivot à 13 ans. Et à cet âge pivot, donc sauf situation particulière, tout enfant serait présumé en capacité d'agir en justice pour exercer ses droits, aussi bien au pénal qu'au civil, désigner un avocat, etc. Donc, d'agir directement, hein, il aurait sa capacité. À cet âge de 13 ans, on basculerait du système en fait, de représentation de l'enfant dans les actes civils à un système d'assistance légale, c'est-à-dire un peu sur le modèle de la curatelle, c'est-à-dire que l'enfant a la capacité de prendre les décisions, de signer, etc., mais il doit avoir aussi la co-signature, si on peut dire, de son représentant, de son assistant légal. Alors, la plupart du temps, on peut imaginer que ce soit les titulaires de l'autorité parentale, mais pas forcément d'ailleurs. Et enfin, on garderait cet âge de 13 ans aussi comme âge de responsabilité pénale, ce qui veut dire qu'en fait, on rehausse l'âge de responsabilité pénale. Et auparavant, en dessous de 13 ans, ça se réglerait par des voies civiles. Il y aurait évidemment la possibilité de voies civiles pour indemniser des victimes d'infractions, pour mettre en place des mesures éducatives, etc. Mais on ne serait pas dans le cadre pénal, on resterait dans le cadre civil. Et à partir de 13 ans, ça pourrait basculer, enfin ça bascule dans le pénal quand il y a des infractions. Voilà. On peut imaginer aussi d'autres actes déterminés pour lesquels les mineurs pourraient être en pleine capacité de façon anticipée, alors par seuil d'âge, on pourrait très bien dire qu'à 16 ans, on a le droit de vote, enfin voilà, ça n'empêche pas d'ouvrir ça, et bien sûr maintenir la possibilité d'émancipation à partir de 16 ans. Ce qui fait qu'on a au final dans cette proposition, qu'on soit d'accord ou pas, mais en tout cas un régime qui est évidemment beaucoup plus progressif et adaptable dans l'exercice des droits directement par les mineurs, puisqu'à partir de 13 ans, donc en fait, l'avis de l'enfant est nécessaire, enfin, il doit être d'accord, etc. Et s'il y a une difficulté entre lui et la personne qui l'assiste, son parent, admettons, eh bien, on saisit le juge qui fonctionnerait un peu comme un juge des tutelles. Voilà, je dis ça notamment pour les collègues qui nous regardent. Et ce qui est intéressant, et là on en revient du coup à un peu ce que tu développes toi, Tal, aussi, puisqu'on t'avait demandé d'essayer d'ouvrir, à réfléchir un peu à d'autres modèles, en fait, comment on pourrait sortir un peu de ce système de minorité, etc. C'est que Laurence Francos-Terminal, elle lie en fait complètement l'efficience des droits des enfants à aussi l'organisation de la parentalité et des filiations. Puisqu'elle imagine en effet qu'on pourrait différencier la parenté de la parentalité et imaginer en fait de répartir en fait les fonctions parentales sur beaucoup plus d'adultes que les seuls parents et de le faire en fonction un petit peu de la fonction qu'exerce un adulte auprès d'un enfant, ce qui permettrait un petit peu d'amoindrir en fait cette toute-puissance parentale, de s'adapter à davantage de modèles familiaux qui existent. Et là, peut-être, Lies, toi, tu pourras intervenir parce que je pense que ça peut te parler, ça, de toutes ces situations de blocage des enfants suivis, en fait, parce qu'ils ne vivent pas chez leurs parents, mais plutôt chez un oncle et une tante, etc. Il y a des problèmes d'autorité parentale qui se posent. C'est quelque chose qui est aussi investi de façon très symbolique, c'est-à-dire qu'un retrait d'autorité parentale, etc., c'est vécu, ou même une délégation, c'est vécu comme une dépossession des parents, ce qui révèle aussi quand même quelque chose de comment on imagine son rapport à son propre enfant, quoi. C'est de l'ordre de la possession. Voilà, donc c'est une piste. Je ne sais pas si, Laurence, vous souhaitez réagir à ce stade et si j'ai à peu près bien... Bon, c'est vraiment un gros trait tiré, mais pour montrer qu'il y a quand même des façons de réfléchir autrement et de proposer d'autres modèles juridiques aussi. Voilà. Le droit peut être un outil... Voilà. Tout à fait, c'est parfait, la restitution est très bien, je n'ai pas ajouté, merci beaucoup. Non, mais voilà, l'idée c'est de montrer qu'on n'est peut-être pas nombreux, mais on essaye de faire des propositions. D'accord, merci. Alors Tal, du coup, justement, est-ce que
Je te laisse peut-être développer en fait cette critique du modèle protectionniste, paternaliste du statut juridique de la minorité, et puis surtout ouvrir sur ces autres pistes qui, toi, sont dans un tout autre domaine, mais qui abordent aussi finalement l'organisation familiale et même de la société, en fait. Comment on structure un peu les choses et quelle place occupe un enfant au milieu de tout ça. Voilà. Effectivement, moi, la manière dont j'ai essayé de réfléchir à cette question, c'est de se dire le mode de raisonnement qui est le plus souvent présenté, c'est l'enfant est naturellement fragile, en incapacité de se prendre en charge parce que… et donc, on ne sait pas trop où se situerait la menace, mais parce que le monde extérieur est menaçant, parce que les autres êtres humains sont menaçants ou que l'enfant serait un danger pour lui-même. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être combinés. Et donc, du coup, pour pallier, en fait, comme remède à sa fragilité naturelle, il faudrait que d'autres personnes prennent en charge et la responsabilité de l'enfant. Et la manière dont ça a été organisé dans nos sociétés, c'est, en tout cas aujourd'hui, c'est de dire il faudrait que les géniteurs de l'enfant acquièrent ce droit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un régime de possession qui peut rapidement se mettre en place, mais donc l'enfant va être confié à ses parents et le statut de la minorité va légitimer en termes juridiques ce déplacement de la responsabilité, qui est à la fois effectivement présenté comme une protection du ou de la mineure par rapport à lui ou elle-même, et en même temps qui est une privation massive de droits, effectivement. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est à l'inverse, c'est-à-dire que si on part des phénomènes des violences intrafamiliales qui sont quand même, de plus en plus d'enquêtes statistiques veillent à le montrer, les violences faites aux enfants, elles arrivent dans le cadre de la sphère intime et familiale. Du coup, de me demander à l'inverse, mais en fait, ce montage théorique et institutionnel qui a été présenté comme un remède, en fait, est-ce que ça ne serait pas la cause du mal, dans le sens où, même si je ne sais pas si les enfants sont naturellement fragiles, de présenter ça comme ça, c'est tellement unifier en fait énormément de situations différentes, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais même si l'enfant était particulièrement fragile, le mettre sous une responsabilité aussi forte par rapport à deux adultes dans une institution close, c'est quand même un pari assez dangereux, il me semble. Donc voilà, à l'inverse, c'était de me dire, est-ce que cette protection n'est pas en fait un danger pour l'enfant et qu'est-ce que ça voudrait dire du coup que remettre en cause ce modèle? Alors, moi, je ne suis pas juriste, je ne travaille pas en droit et c'est beaucoup l'institution familiale qui m'intéresse, en tout cas dans ma thèse. Mais plusieurs choses. Effectivement, je n'ai pas des propositions politiques à faire. J'en discute souvent avec beaucoup de gens, mais je n'ai pas de programme là. Et puis, j'ai l'impression que voilà, c'est massif. C'est-à-dire que l'enfance, c'est l'école, c'est la famille, c'est la minorité. Enfin, que toutes ces sphères, elles se co-organisent et qu'on ne peut pas attaquer l'une sans l'autre, il me semble. Enfin, mais en tout cas, par rapport à l'institution familiale, il y a effectivement cette… d'essayer de désintriquer la parentalité de la procréation, de se dire pourquoi est-ce que en fait, des personnes qui ont eu un enfant devraient nécessairement être des responsables légaux. Et c'est une question intéressante que tu soulevais, et je me suis posé la même, c'est est-ce que finalement, s'il y avait plus d'adultes responsables, ça serait allégeant pour l'enfant? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si on mettait 10 adultes pour un enfant ou 40 adultes pour un enfant, si finalement… Moi, il me semble que là, il y a plus une déconstruction sociale à effectuer sur oui, la prise en compte de l'enfant comme un vrai sujet politique, en fait, que l'enfant a une capacité immatérielle d'agir et une reconnaissance symbolique différente. Et que du coup, je ne sais pas après voilà, comment la réorganisation peut avoir lieu. Je sais qu'il y a différentes personnes qui ont travaillé sur… alors, j'ai essayé de regarder, par exemple, dans des systèmes politiques qui proposaient des modèles alternatifs. Ce n'est pas très concluant, en fait, par exemple, mais ce n'est pas des gens, ceci dit, qui voulaient abolir le statut de l'enfant ou remettre en cause une domination des adultes sur les enfants. Enfin, mais j'ai regardé un peu sur, par exemple, l'exemple des kibbutzim en Israël. Et en fait, c'est pas terrible parce que, encore une fois, je pense que l'enfant, là, il est…
il est investi comme futur communiste possible. Et du coup, l'enfant, c'est l'être à rééduquer et l'espoir d'un monde meilleur. Du coup, voilà, c'est juste une matière un peu à remodeler. Et pas, il n'y a pas de remise en cause, par exemple, de l'éducation. Mais bon, c'est quand même intéressant de regarder d'autres systèmes. Je sais également qu'il y a une philosophe féministe qui en renouant un peu avec le registre de la science-fiction, qui a essayé de proposer des sortes de petites sociétés contractuelles où les enfants pourraient rester avec une dizaine d'adultes, et si jamais en fait, l'enfant veut sortir de cet endroit, il est en capacité de le faire, parce que là, ce qui se passe, c'est que l'enfant ne peut pas partir. Déjà, il y a un investissement émotionnel énorme de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et s'il y a un problème, c'est très compliqué pour l'enfant de dire de lui-même je voudrais m'en aller. Et après, dernière chose, peut-être sur la question des seuils. Moi, c'est une question à laquelle j'ai pas mal réfléchi. Les seuils d'âge. Ouais. Des seuils d'âge de déplacement de la minorité. Mais des seuils en général, je pense que de se dire finalement, et j'ai la même réflexion en ce qui concerne les violences sexuelles faites aux enfants. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'un des réflexes qu'on a, notamment juridiquement, c'est de se dire, bon, mais en fait, le seuil, donc soit pour les violences sexuelles faites aux enfants, mais en fait, il faudrait remonter l'âge, pardon. Soit pour la minorité, peut-être qu'une solution, ça serait de descendre l'âge de la minorité et de se dire, bon, voilà, en fait, avant, c'était 21 ans, maintenant, on a 18 ans. En fait, pourquoi pas 16 ans? Et en fait, moi, le problème, c'est que, mais pourquoi pas 16 et pourquoi pas 12 et pourquoi pas 10? En fait, je ne sais pas. La question qui se pose, c'est on est en train d'homogénéiser et d'unifier pour tout un ensemble d'êtres qui, je pense, sont légitimes à s'exprimer sur leurs besoins et leurs choix, notamment d'espace de vie. On est en train de dire, voilà, même si on est à 13 ans, que tous les moins de 13 ans, du coup, seraient incapables de faire ce choix. Alors, je ne vois pas politiquement comment on justifie ça si nettement, en fait, même en termes de capacité rationnelle. Et d'ailleurs, dans un article de la revue, il y a dans un article sur la fonction d'avocat des enfants, il y a cette parole qui est dite de dire, mais en fait, un enfant est capable très très jeune d'exprimer une préférence sur un lieu de vie. Je veux dire, il y a un moment, alors après, on peut considérer que son choix est mauvais, mais je pense que beaucoup de gens font des mauvais choix aussi pour eux-mêmes, on peut l'aider là-dedans, mais de se dire, il faudrait trancher définitivement en âge, ça me paraît compliqué de le faire. Par contre, effectivement, faire bouger la minorité, ça me paraît essentiel. Merci. Alors du coup, en fait, on a pris pas mal de temps. Il y a encore plein de choses à aborder. Est-ce que du coup, sur les statuts juridiques de la minorité, je pense que notamment l'IS, on pourrait te redonner la parole plutôt pour la suite, qui rejoint un peu, en fait, qui est dans la continuité. Et on avance, parce que ça serait dommage de ne pas redonner la parole à Wilfried aussi. On avait d'autres choses. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, Elsa ou... Moi, je pour intervenir. Moi, j'aimerais bien pour poser une question peut-être à Tal et aller dans le sens de discussion, parce que je trouve c'est passionnant, et puis aussi rebondir sur la proposition de Laurence que je trouvais intéressante sur cette idée d'âge, mais qui s'oppose un peu à ce que dit Tal par certains aspects, parce qu'il dit que c'était des faits de seuil. Là, il y a une question qui est un peu théorique, mais en fait qui est politique, quoi. Du coup, je me dis, mais comment est-ce qu'il existe une action politique qui ne fonctionne pas avec des seuils, tu vois, pour faire des catégories et pour agir politiquement? Et puis même pire, d'une certaine manière, c'est une question critique, hein, clairement, mais je voudrais savoir comment tu te l'appropries, quoi. Du coup, l'autre question, c'est est-ce que finalement les effets de seuil qu'on peut regarder de manière négative, c'est-à-dire par exemple, du coup, tu as 12 ans et demi, c'est mort, en fait, tu vois, donc ça, c'est vraiment grave. En gros, ils n'ont pas aussi des logiques, en fait, par exemple, tu as des garanties de ne pas être exclu de ta famille, en fait, tu vois, quand tu es un enfant, par exemple, tu vois. Évidemment, quand on regarde du point de vue des violences sexuelles, tu vois ce que je veux dire, c'est que, en gros, ces seuils-là, en fait, du coup, il y a un peu deux questions. Il y a la question de est-ce qu'il existe une politique qui ne fait pas en fait des cases, en fait, tu vois, et voilà, comment on continue à faire de la politique sans faire des cases, en fait, voilà. Notamment quand on pense à des relativement grands nombres, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en gros, quand on se dit donc, je pense que là, évidemment, on retombe sur des questions de philosophie politique vraiment générale, mais moi, elle m'importe parce que je pense que là, la réaction que tu as, pour moi, elle s'oppose un peu à la proposition 13 ans, par exemple, vraiment. Elle est une autre idée.
Et je voudrais vraiment que tu me montres comment toi tu la défends, ça m'intéresse pas mal. Alors, Tal, mais je crois que Laurence a réagi et juste… Je pense que peut-être avant de laisser la parole à Tal, on peut permettre à Laurence Franco-Terminal d'ailleurs de donner 2 éléments un petit peu techniques. Il y a un problème de technique juridique aussi, j'ai envie de dire, avec les seuils. Donc, peut-être Laurence… Ça s'articule bien à l'interpellation de Wilfried sur comment faire de la politique sans des seuils, sans des catégories. Et donc, Laurence Franco-Terminal, tu avais 2 précisions peut-être à faire avant que Tal… Vraiment juste très rapidement, je ne veux absolument pas accaparer. En effet, moi, il me semble que les seuils, ils sont utiles et par leur efficacité. C'est-à-dire qu'en effet, quand on a du grand nombre, il faut qu'il y ait un message clair qui puisse être passé et surtout que les tiers puissent s'y retrouver. Parce que les tiers interagissent avec l'enfant et ils ont besoin de savoir où se positionner. Donc, le seuil, il est efficace pour ça. Cette catégorisation, elle est efficace pour ça. Mais allier le seuil à plus de souplesse, c'est possible. Notamment, j'avais pu faire des propositions de s'inspirer du droit écossais sur les présomptions de maturité. Et je sais que ça a été repris dans des rapports un petit peu plus récents où on dit, eh bien, à partir d'un certain seuil, l'enfant, d'un certain âge, l'enfant est présumé discernant ou est présumé capable de former une opinion. Et là, on allie un petit peu les deux, c'est-à-dire la souplesse d'une présomption qui n'est pas irréfragable, on peut la contrer, mais aussi la preuve contraire d'une maturité acquise plus tôt, tout en associant cela à l'effet d'ouverture pour tous que le seuil met en place automatiquement. Et je pense qu'il y a sans doute à travailler sur cette articulation entre des effets de seuil qui sont positifs pour un grand nombre de personnes, qui peuvent avoir bien évidemment des effets négatifs, mais si on allie les seuils aux présomptions, on a quelque chose de souple, de protecteur et il me semble efficace, et c'était une de mes propositions. Voilà, merci. Merci Laurence et merci pour cette référence au glorieux droit écossais. Lies veut réagir et après on a Tal qui va pouvoir faire une réponse avant qu'on enchaîne sur la dernière partie. Ça sera très bref. Ça sera très bref. Moi, je suis pas forcément opposé à l'idée d'avoir des seuils. En revanche, je me souviens que je me souviens, j'étais pas né, mais on en paye les conséquences encore aujourd'hui. Mais quand l'âge de la majorité a été abaissé à 18 ans, c'est des milliers et des milliers d'enfants placés qui ont été jetés à la rue des services de protection de l'enfance du jour au lendemain sans aucune préparation, sans aucune anticipation et sans que dans la loi, il y ait des mesures palliatives. Donc moi, en soi, donc, je ne suis pas opposé, mais attention aussi derrière à ce que ça pourrait générer dans la réalité et notamment dans la réalité, dans le cadre de la protection des enfants à l'ASE, quoi. Parce que nous, la question des seuils, on sait que voilà, de 0 à 18 ans, on est considéré comme mineur et donc à ce titre, la puissance publique a une obligation de protection. Je ne sais pas comment, si on commence à fixer des degrés et des âges différents, sera possible de garantir cette effectivité-là de la protection. Et le passé nous a montré qu'on s'était quand même bien fait avoir à l'époque sur cette thématique. Et juste, si je peux, pour nourrir la réflexion avant la réponse de Tal, nous, quand je dis nous, c'est juges des enfants, juges des affaires familiales, qui sommes habitués à manier aussi des notions floues telles que intérêt de l'enfant, mineur en danger, qui sont des notions souples justement pour être adaptables au plus de situations possibles et qui sont des notions précieuses. Mais on va dire le revers de la médaille de ce type de notions qui permettent on pourrait recourir à des notions floues, discernement, etc., plutôt que des seuils d'âge fixes, c'est aussi la porte ouverte à une certaine forme d'arbitraire du juge, quoi. Donc voilà, on est un peu pris entre les seuils, c'est pas adapté évidemment à tout le monde, et les notions floues, c'est aussi la possibilité pour les juges de réintroduire leurs stéréotypes, leur représentation de l'enfance, etc., etc. Voilà, j'arrête là. Oui, plusieurs choses. J'ai l'impression que donc effectivement, je ne sais pas si ça rejoint vraiment la question la notion de seuil, si c'est la même chose qu'une catégorisation, mais effectivement, je vois ce que dit Laurence sur le fait que, en tout cas, moi je le vois plus sur la question des violences sexuelles, que ça peut donner un aspect protecteur. C'est-à-dire qu'on se dit, une fois qu'on a défini un cadre, une limite, eh bien, ça va permettre de clarifier tout un ensemble de situations qui ne l'étaient pas, et donc ça va avoir une forme de protection. Mais sur le statut de la minorité, j'ai l'impression que
là, le gage d'efficacité, c'est du point de vue de la justice. C'est-à-dire qu'effectivement, ça serait très compliqué à prendre en charge pour tout un ensemble d'acteurs, actrices du monde de la justice, s'il fallait en fait nuancer la prise en charge de l'enfant selon ses capacités. Mais ça, c'est pas le problème des enfants, moi j'ai envie de dire. Il y a un moment, on ne peut pas, dans un système politique, priver tout un ensemble d'êtres humains de droits quand même assez massifs, honnêtement, sur leur existence, en disant bah oui, mais bon, c'est plus efficace pour nous, sinon ça serait intenable. En tout cas, moi, ça me pose vraiment un gros problème politique. Et après, en fait, une des solutions, c'est d'individualiser. Mais effectivement, ça prend beaucoup de temps et ça nécessiterait qu'on ait un autre rapport à l'enfance, ça c'est clair. Mais pour te répondre, Wilfried, j'ai l'impression que, en fait, un des exemples qu'on a d'individualisation du soin, c'est justement pour des personnes qui sont, par exemple, plus âgées. C'est-à-dire qu'on va considérer à un certain moment que là, elles sont plus en capacité de prise en charge. Et donc, il n'y a pas on n'a pas dit dans notre pays que, je ne sais pas, moi, à 80 ans, on enlevait le permis de conduire à tout le monde parce que, bon, c'est plus efficace, parce qu'il y a des personnes âgées qui pourraient commettre des accidents. On peut faire ce choix aussi, parce que, je veux dire, et vis-à-vis des enfants, ça nous paraît beaucoup plus raisonnable, quoi, parce qu'on a cette habitude de cette prise en charge. Et voilà. Et après, par contre, par rapport à ce que tu dis, Lies, évidemment, mais en fait, moi, il y aurait tellement de choses à changer que, de toute façon, pour moi, faire baisser l'âge de la minorité et dire, bon, on met un petit peu avant, s'il n'y a pas de prise en charge massive de tous les problèmes en même temps, ça aura des effets pervers, c'est sûr. Sur plein de choses, je suis d'accord. Je ne sais pas s'il y avait des questions, Elsa, sur ce thème, ou je te laisse avancer. Il y a des réactions, et je pense qu'on peut avancer. Il y a des réactions intéressantes, mais j'invite chacune à lire dans le chat. Il y a notamment une interpellation très intéressante sur l'emploi du terme, le maintien du terme autorité parentale dans la loi et non pas la référence à la notion de responsabilité parentale, comme dans certains textes internationaux. C'est une question d'Ingrid Bokonjibo. Voilà, c'est une question en effet très intéressante sur cette notion d'autorité parentale qui se maintient en France. Je crois qu'il y a Wilfried qui voulait réagir. J'aurais bien réagi à ce que dit Tal également, parce que je trouve la discussion intéressante. Mais Wilfried, vas-y, si tu veux. Non, vas-y, j'ai parlé déjà. Non, mais vas-y, Wilfried, sincèrement, c'est plus… Non, mais ce que tu dis, du coup, me convainc assez l'exemple, le parallèle avec les personnes âgées, l'effet de seuil. Mais par contre, en fait, j'ai peur que… Par contre, ce que tu décris sur la situation des enfants d'individualisation me fait penser que là, ça fait vraiment des connexions avec mon travail sur les enfants, en fait, sociologique, quoi, je veux dire. C'est qu'à retirer la règle juridique, tu retombes sur des régularités sociales. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que je voulais réagir pour les personnes âgées. C'est-à-dire dans le fait que, alors je ne sais pas à quel point, je ne sais pas s'il y a des travaux là-dessus, mais je pense qu'ils peuvent le montrer peut-être statistiquement, mais peut-être pas en pratique, si on montre que ça fonctionne aussi comme ça pour les tutelles, pour le coup, des personnes âgées. Mais si tu veux, le truc, c'est que si tu fais des formes pas d'examen, mais toi, d'évaluation, forcément, de dire est-ce que tu es capable de discerner, ce qui d'ailleurs existe déjà autour de la question du discernement, hein, au passage. Hein. Moi, quand je travaillais sur les séparations conjugales, il y avait des tribunaux dans lesquels on dit en fait c'est 7 ans, hein, finalement, voilà. Et puis il y a quand même pas mal de tribunaux où on commence à dire est-ce qu'il peut ou pas. Et puis là, quand est-ce qu'il peut ou pas, eh bien, désolé de sortir les gros termes bourdieusiens, etc. Tu as capital culturel, tu as tout ce qui a été montré récemment par Annette Larose sur le sense of entertainment, c'est-à-dire en gros la capacité à le courage même de prendre la parole, qui est distribué socialement en termes de genre, etc. Donc, et notamment, et puis qui par ailleurs dépend évidemment de qui te pose la question. Si c'est une personne blanche, éloignée de toi socialement, bon voilà. Donc c'est peut-être ça qui, tu vois ce que je veux dire, il y a des moments où en fait le fait de ne pas avoir à faire ses preuves au fond et de ne pas être mis à l'épreuve, on pourrait dire, tu vois. En fait, te protège aussi, en fait, et notamment te permet de passer par-dessus le fait que empiriquement, tu ne seras peut-être pas capable de démontrer, en fait, de démontrer tes capacités. Parce que ce n'est pas seulement que tu les as, c'est que tu puisses les démontrer toute la différence qu'il y a entre savoir parler et savoir prendre la parole, tu vois. Par exemple, tu vois. Mais du coup, voilà, c'était juste pour donner cette réflexion-là. Après, j'imagine bien que c'est des choses que tu as déjà prévues, mais c'était juste pour montrer le lien aussi, le moment où le droit et la règle
se connecte à la question de la règle dans l'autre sens, c'est-à-dire de la régularité en fait, des structures sociales. En fait. Merci Wilfried pour cette intervention. J'allais justement rebondir sur le parallèle qui est très intéressant de Tal avec les personnes à partir d'un certain âge, puisque c'est un parallèle vraiment très très intéressant, mais on a... ce qu'on constate dans l'ouverture des mesures de protection à l'égard des personnes à partir d'un certain âge, quand justement leur capacité de discernement commence à être altérée et qu'elles ne sont considérées comme plus en mesure de prendre des décisions conformes à leur intérêt, soit pour la question de leur personne, soit pour leur bien. Aujourd'hui, la loi, elle pose un principe de subsidiarité, donc c'est-à-dire que c'est en gros une personne qui est de moins en moins autonome. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la notion d'autonomie, mais quand une personne devient de moins en moins autonome, c'est aussi en fait ses proches, c'est aussi sa famille du coup qui va avoir beaucoup le contrôle. Et quand on se passe du coup d'un système automatique, d'une catégorie qui automatiquement va donner des droits, va réduire du coup à la définition dont est porteuse cette catégorie, mais du coup, c'est-à-dire qu'une certaine manière, cette personne va se retrouver très captive du regard de sa famille et du pouvoir que sa famille va exercer sur elle, quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est toute l'ambivalence. Mais depuis le début de notre discussion, hein, sur ce que Wilfried d'ailleurs pointe dans son entretien dans notre revue, sur le fait que les institutions, quand elles identifient, oui, elles mettent des vilaines étiquettes, mais aussi les étiquettes, c'est ce qui permet de faire bénéficier de politiques publiques. Les seuils, ça sonne exactement de la même façon, comme des étiquettes encore plus vilaines, comme avec des barreaux, quoi. Mais à la fois, est-ce que c'est pas ce qui est le moins pire des outils pour apporter les garanties minimales au plus grand nombre. Après, ce qui est très intéressant et ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit dans ce que tu dis, Tal, c'est en fait les faits extrêmement, j'allais dire, dépolitisants, mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit ces seuils qui donnent des droits automatiquement, c'est vrai que la société a tendance à se reposer un peu sur ces outils-là et à ne pas penser en termes de conséquences ce que ça implique de retirer comme ça autant de droits à une personne ou à lui en donner autant d'un coup comme ça par des effets de seuil. Voilà. Pardon, c'était... Alors, il y a Anne-Laure qui réagit en disant que oui, oui, alors je vous laisse lire dans le chat les références auxquelles les uns et les autres, que les uns et les autres proposent, les unes et les autres proposent pour compléter notre discussion. Très bien, Marc Pichard, notamment de notre rédaction, qui parle des droits de la personne âgée, une thèse de 2018. Voilà. Alors, est-ce qu'on enchaîne pour